Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Helen Thompson est toujours crue in Los Simplicides de la vie. Élevée dans une paisible ville côtière de l'Oregon par une mère institutrice et un père officier de marine à la retraite, elle a grandi en valorisant l'honnêteté, le travail acharné et un amour qui s'exprime plus par le silence que par les apparences. Elle était le genre de femme à graver des fleurs sauvages dans des livres, à préférer les lettres manuscrites au texte et à trouver du plaisir à rénover des meubles d'occasion pour ses voisins qui n'avaient pas les moyens d'en acheter de nouveaux. À 28 ans, elle travaillait comme décoratrice d'intérieur indépendante, connue pour transformer des maisons modestes en havres de paix. Elle ne courait pas après la gloire, mais vers un sens. C'est pourquoi, lorsqu'elle a rencontré David Gabriel, un homme éblouissant, bavard et plein d'idées, elle a eu un coup de foudre plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Il n'était pas comme les hommes de son monde. Il portait une assurance digne d'un costume sur mesure, charmait ses parents par sa chaleur experte et l'embrassait comme si le monde allait s'écrouler s'il ne le faisait pas. David Gabriel, en revanche, était une créature née pour le bruit. Ce directeur marketing originaire de Manhattan n'avait jamais rencontré de projecteur qui ne lui plaisait pas, ni de place qu'il ne pouvait conquérir. Son ascension vers une agence de publicité de premier plan avait été fulgurante. Ses clients adoraient ses grandes idées. Ses supérieurs adoraient son élégance. Il appréciait les femmes qui faisaient tourner les têtes, les dîners qui faisaient le buzz sur les réseaux sociaux et les conversations qui se terminaient par des applaudissements. Lorsqu'il rencontra Hélène lors d'un séminaire d'affaires à Napa, elle était une anomalie discrète, à la voix douce, peu désireuse d'impressionner qui que ce soit, et étonnamment peu impressionnée par lui. Cela faisait d'elle un défi, et David Gabriel n'aimait pas perdre. Leur romance éclair s'est épanouie dans les halls d'hôtels, les gares et les appels nocturnes. 6 mois plus tard, ils étaient fiancés. 1 an plus tard, ils se marièrent lors d'une cérémonie ensoleillée, plus rustique que royale, exactement comme Hélène le souhaitait. David sourit malgré tout. Il supposait qu'elle changerait avec le temps. Mais le temps a fait l'inverse. Il a creusé leurs différences jusqu'à les rendre plus profondes. Hélène continuait d'écrire dans des journaux et de faire du bénévolat dans des bibliothèques pour enfants. David remplissait les pièces d'amis raffinés et d'opulence sans goût. Hélène trouvait du plaisir dans les soirées petit-déjeuner et les lectures tranquilles les week-ends pluvieux. David, lui, détestait ce silence, le prenait pour de l'ennui et commença à rester plus longtemps au bureau. Elle a décoré leur appartement avec des tons neutres et un éclairage tamisé. Il a ajouté des néons muraux et des chariots à liqueur en verre. Il voulait une femme trophée, pas une femme dont les pensées ne tournaient pas autour de lui. Elle voulait un partenaire, pas un projet. Bientôt, les mots devinrent tranchants. La chaleur entre eux s'évapora. L'amour ne s'est pas éteint bruyamment. Il s'est estompé, inaperçu, comme une chanson perdue dans les parasites. Ils partageaient toujours le même lit, mais plus de rêves. Les conversations sont devenues de la logistique. Les soirées en amoureux se sont transformées en dîners en solo. David a cessé de lui poser des questions sur ses créations. Hélène a arrêté de regarder l'heure quand il est rentré tard. Ses amis l'ont remarqué, mais n'ont rien dit. Hélène a fait comme d'habitude. Elle a enduré. Elle s'est dit que c'était parfois à cela que ressemblait le mariage. Elle s'est rappelé que l'on ne renonçait pas à ses vœux de mariage par inquiétude. David, cependant, ne lisait pas le même chapitre. Tandis qu'Hélène s'accrochait à l'espoir, il préparait déjà sa sortie, une sortie jalonnée de tentations, de montres en or et de quelqu'un bien plus intéressé par la lumière que par le silence. L'événement de branding se tenait au Edson Skyloft, un lieu chic sur un toit-terrasse niché au cœur de Soho, scintillant de lustres, de salons en velours et de flûtes à champagne qui semblaient inépuisables. C'était une rencontre entre créativité et capitalisme, des marques affichant de nouvelles identités, des influenceurs posant pour le cliché parfait et des dirigeants en quête du prochain visage capable de vendre du rêve. David Gabriel est arrivé en costume croisé bleu marine, dégageant l'air d'un homme à sa place dans chaque pièce. Il ne se contentait pas d'assister à la cérémonie. Il était l'un des principaux animateurs du discours, lors du lancement d'une nouvelle marque d'eau de Cologne de luxe. Il parlait avec brio, gesticulait avec précision et riait aux moments opportuns. Mais même dans cette foule pleine d'ambition et d'artifice, son regard s'arrêta sur une femme qui ne cherchait pas à se fondre dans la masse, Judith Charles. Judith est entrée dans l'événement avec une telle élégance,
soyeuse, imposante et impossible à ignorer. Sa robe en soie couleur prune, coupée pour flatter sa silhouette sculpturale, et ses talons claquaient avec l'assurance d'une femme qui n'a jamais douté de son pouvoir. Consultante de mode réputée, elle avait la réputation de transformer des marques en faillite en obsession mondiale. Ses cheveux châtains foncés ondulaient comme du feu sur ses épaules, son maquillage était parfaitement sculpté et sa voix, lorsqu'elle parlait, avait la précision calme et mortelle d'une lame lentement tirée. Judith ne cherchait personne, mais elle remarqua David. Il avait ce charisme recherché, le genre d'homme qui sait qu'il fera bonne figure devant un objectif. Elle vit l'alliance à son doigt et sourit. Ce genre de détail ne l'effrayait jamais. Au contraire, il l'intriguait. Ils échangèrent d'abord un mot devant le présentoir de Valin Noir, l'eau de Cologne que l'équipe de David avait passé des semaines à promouvoir. Judith Hausa, unsourcel, in testant le parfum. Ça sent le pouvoir en salle de réunion et les mensonges intimes, songea-t-elle à voix haute, le regardant à peine. David, habitué aux flatteries, était désarmé. « Et vous êtes intrigué ?» demanda-t-il. Elle lui dit son nom, peu impressionnée, et se retourna pour s'éloigner. Mais sa façon de le repousser réveilla chez David un désir qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Un désir non pas sexuel, mais de conquête. Plus tard dans la soirée, leurs chemins se croisèrent à nouveau, cette fois au bar VIP. Leur conversation fut électrique. Psychologie des marques, mode, pouvoir, marché du luxe en déclin. Ses opinions étaient suffisamment tranchées pour rivaliser avec son ego. Judith ne riait pas à ses blagues, elle les contestait. À la fin de la soirée, David ne pensait plus au baiser discret d'Hélène ni à l'odeur de son thé à la cannelle. Il repensait aux mots d'adieu de Judith, murmurés alors qu'elle se penchait pour essuyer une poussière imaginaire de son épaule. « La prochaine fois que tu veux m'impressionner, ne te contente pas de vendre un produit. Nous valons la peine d'être vendus. » Elle s'éloigna avec un sourire qui laissait entendre qu'elle savait déjà comment cette histoire allait se dérouler. David, cependant, croyait toujours être l'auteur de l'histoire. Sa liaison n'avait pas commencé par des nuits volées ou des erreurs d'inattention. Elle avait commencé par des choix intentionnels, un deuxième téléphone acheté sous un faux nom, un changement d'eau de Cologne, passant du mélange boisé préféré d'Hélène à la suggestion de Judith d'un parfum plus sombre et plus risqué. Il commença à rester plus longtemps au travail, invoquant des réunions tardives et des dîners de réseautage. Judith, en stratège invétérée, ne demandait pas tout d'un coup. Elle le laissait venir chez elle par petits bouts. D'abord des déjeuners d'affaires, puis des séances de stylisme privé, puis des réservations d'hôtels pour le week-end, financées par le compte voyage de son entreprise. À chaque rencontre, David se livrait davantage. Judith comblait le silence qu'Hélène avait autrefois, mais avec du feu, du rire et du danger. Elle ne lui demandait pas comment il avait passé sa journée, mais comment il comptait affronter la suivante. Elle lui donnait l'impression d'être désiré et non indispensable, et David prenait cette différence pour de l'amour. Pendant ce temps, Hélène remarquait tout, même si elle ne disait rien. Elle remarqua que David avait cessé de l'embrasser sur le front avant de se coucher. Elle remarqua que ses vêtements ne sentaient plus leur maison, mais le parfum qu'elle ne portait pas. Elle remarqua que son téléphone, autrefois oublié sur le comptoir, était désormais gardé comme un coffre-fort secret. Elle remarqua qu'il ne posait plus de questions sur ses créations, qu'il répondait à ses pensées par des hochements de tête vides et que son regard errait pendant le dîner. Mais surtout, Hélène remarqua à quel point sa vie était devenue solitaire au sein d'un mariage où deux personnes partageaient un même cœur. Elle ne l'affronta pas. Elle n'était pas du genre à crier ou à menacer. Elle observait, pleurait en silence et comblait son vide par de longues promenades, des carnets de croquis oubliés et des larmes silencieuses derrière des portes closes. David se disait qu'il ne faisait pas de mal à Hélène. Dans son esprit, elle s'était retirée la première. Elle n'illuminait pas les pièces comme Judith. Elle ne s'habillait pas comme les femmes avec qui il travaillait. Elle était calme et prévisible. Judith était le reflet de tout ce qu'il désirait voir. Glamour, audacieuse, célèbre. Il se persuadait que sa liaison secrète était sans danger tant qu'il jouait le rôle du mari. Il rapportait encore des fleurs de temps en temps, se souvenait encore des anniversaires, mais jamais avec enthousiasme. Il pensait pouvoir préserver ces deux vies sans que l'une ne se mêle à l'autre. Mais les secrets ne restent pas éternellement dans des boîtes séparées. Ils s'infiltrent, ils tâchent, et bientôt la maison bâtie sur le silence commença à pourrir.
La pluie commençait à peine à claquer contre les vitres de la maison de Gabriel lorsqu'Hélène alluma la dernière bougie sur la table. Elle avait passé l'après-midi à préparer le plat préféré de David, poulet rôti aux herbes, carottes glacées au miel et purée de pommes de terre à l'ail. Malgré la douleur sourde qui la rongeait, elle croyait encore en l'importance d'essayer. Ce soir était censé être différent. Elle avait réorganisé son emploi du temps, fait le ménage elle-même et même porté la robe bleu saphir qui, selon David, lui donnait une allure élégante sans effort. Un doux parfum de vanille flottait dans l'air chaud et une musique classique s'échappait faiblement de la chaîne stéréo. Mais alors qu'elle reculait pour admirer le décor, la sonnette retentit. David ne devait pas rentrer avant une demi-heure. S'essuyant les mains sur une serviette en lin, Hélène ouvrit la porte à une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Judith Charles se tenait droite, vêtue d'un trench-coat crème ceinturé, les lèvres peintes d'un rouge cramoisi profond, et son expression oscillait entre surprise et suffisance. Elle tenait un paquet emballé dans ses mains et se présenta avec aisance. « Judith, je travaille avec David. J'étais justement dans le quartier. Il m'a demandé de lui déposer ça. J'espère ne pas être indiscret. » Hélène, surprise mais toujours gracieuse, l'invita à entrer sans hésitation. « Tu es la bienvenue pour une tasse de thé. David devrait bientôt revenir, dit-elle gentiment. » Judith entra, scrutant la maison d'un œil calculateur, la lumière tamisée, les photos encadrées, les vases faits main. Elle avait imaginé un espace plus froid, détaché et stérile. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la chaleur. Tandis qu'Hélène versait du Earl Grey dans des tasses en porcelaine, Judith s'assit avec une élégance délibérée, observant chaque détail. Le thé était servi avec des sablés sur un petit plateau en bois qu'Hélène avait elle-même sculpté. Judith le complimenta distraitement, laissant son regard dériver vers l'escalier, puis vers la photo de mariage de David et Hélène près de la cheminée. « Tu dois être très fier de lui, » dit-elle avec un léger sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Hélène hocha poliment la tête, sentant instinctivement une fausse note, mais elle ne parvenait pas à la situer. Ils sirotèrent du thé dans un étrange silence, Hélène par politesse, Judith par stratégie. Quand David arriva enfin, trempé et essoufflé, il se figea sur le seuil. Son regard passa du doux sourire d'Hélène à la lente et entendue gorgée de thé de Judith. Cet instant, brutal, suspendu, chargé de sens, resterait gravé dans la mémoire d'Hélène pendant des années. Et David savait, même s'il riait nerveusement et trébuchait sur les présentations, que quelque chose venait de changer. La skyline de Manhattan scintillait comme des diamants épars le soir où David Gabriel avait escorté Judith Charles dans un appartement fraîchement meublé au 33e étage d'un immeuble de luxe de Chelsea. Il y avait des bails vitrés, des comptoirs en marbre et une sélection d'œuvres d'art modernes de grande qualité qu'il prétendait avoir choisies lui-même. Judith, impeccablement vêtue d'une robe nuisette champagne sous son manteau en fausse fourrure, entra sans surprise. Elle parcourut l'appartement lentement, ses talons tapotant le bois poli, tout en examinant l'appartement. Ses doigts effleurèrent l'îlot de cuisine, son regard s'arrêtant sur la clé en argent posée sur un coffret en velours, à côté d'une bouteille de vieux pinot noir. David la regardait comme un écolier en quête d'approbation, son pouls battant la chamade malgré l'assurance qu'il portait comme une armure. « C'est à toi, » dit-il d'un ton décontracté. « Ton espace à toi. Plus d'hôtel. » Judith prit la clé et la laissa pendre entre ses ongles rouges. Elle ne sourit pas, pas encore. Elle le stabilise simplement, peasant le geste. Est-ce de la culpabilité ou un progrès? Demanda-t-elle froidement. David haussa les épaules. C'est nous. Loin de tout ça. Il voulait dire par là Hélène. La maison, les dîners, la partie de sa vie qui ne l'enchantait plus. Judith sourit enfin, lentement, délibérément, dangereusement. Elle s'approcha et l'embrassa, lentement et possessivement. Cette nuit-là marqua une nouvelle étape dans leur relation. Plus de murmures dans les chambres d'hôtel, mais un univers privé aménagé au cœur de la ville, où David pouvait oublier qui il était censé être et s'adonner à celui qu'il croyait devenir. L'appartement devint leur scène secrète. Judith l'emplit de robes de soie, de bougies luxueuses et de mélanges de café rare. David apportait des costumes sur mesure et gardait des doubles de montres dans un tiroir près du lit. Ils cuisinaient ensemble, discutaient de politique et faisaient l'amour sans retenue. Elle le défiait, et il prenait sa domination pour de l'intimité. Leurs conversations s'enhardirent, leurs ambitions s'entrecroisèrent.
Judith commença à le conseiller sur des projets de branding, allant même jusqu'à corriger ses présentations. Elle lui souffla des idées pour sa carrière, puis l'embrassa comme si son avenir lui appartenait. David pensait avoir le contrôle. Mais chaque fois qu'il lui confiait un morceau de sa vie, une idée, un secret, une clé, Judith l'ajoutait à l'empire silencieux qu'elle bâtissait en son nom. Et tandis qu'il se prélassait torse nu sur son canapé, baigné dans l'éclat du désir et de la tromperie, Hélène était assise seule dans la maison de Gabriel, sirotant du thé froid près d'une table dressée pour deux. L'assiette de son mari était restée intacte. Ses questions aussi. Le prospectus était coincé entre les pages d'un roman donné à la librairie du coin, un petit bout de papier sur lequel était écrit: le calme par la couleur, art-thérapie hebdomadaire pour les femmes, aucune expérience requise. Hélène faillit l'ignorer, mais quelque chose dans la simplicité de la phrase la toucha. Le mercredi suivant, elle se tenait devant la galerie surélevée du quartier d'Humbo de Brooklyn, la pluie ruisselant légèrement sur son manteau. Elle n'avait pas peint depuis des années. Pas depuis l'université. Pas depuis que la vie était passée du rêve à la souffrance. Elle hésita, mais entra, accueillie par un doux jazz, des toiles vierges et un léger parfum d'eucalyptus. L'espace bourdonnait d'une créativité silencieuse, chaque femme perdue dans sa propre tempête d'expression. Personne ne posait de questions. Personne ne jugeait. Hélène choisit un coin et choisit d'abord l'acrylique bleu. Pour la première fois depuis des années, elle laissa parler ses doigts. De l'autre côté de la pièce, observant à distance, un homme était assis, vêtu d'un pull en cachemire noir, aux tempes grisonnantes et aux yeux qui semblaient avoir vu des conflits dans les salles de conseil et dans les cœurs. Il s'appelait Samuel Pascal. Milliardaire, certes, mais pas du genre tapageur. Il possédait Pascal Holdings, un conglomérat regroupant technologie, design et édition. Et pourtant, il était notoirement insaisissable. Samuel avait commencé à assister aux séances des mois auparavant, non pas pour peindre, mais pour parrainer et observer. Il avait un œil particulier pour les œuvres brillantes et brisées. Et il y avait quelque chose dans l'immobilité d'Hélène, ses traits délibérés sur la toile, sa façon de ne jamais lever les yeux, de ne jamais chercher à s'intégrer, quelque chose en elle qui l'attirait. Il ne lui adressa pas la parole le premier jour, ni le deuxième. Mais la troisième semaine, alors qu'elle s'essuyait les mains avec de la peinture et remettait ses cheveux derrière son oreille, il s'approcha doucement d'elle, hocha la tête et dit: « Le bleu te va bien, à ta façon de penser. » Leurs conversations commencèrent lentement, évoquant la composition, les techniques de pinceau, la façon dont la couleur reflétait l'humeur. Il ne lui demanda jamais ce qui l'avait amené là. Hélène apprécia cela. En présence de Samuel, elle n'avait aucune attente. Il ne la fouinait pas. Il écoutait. Lorsqu'il apprit qu'elle était décoratrice d'intérieur, il l'invita à visiter un projet de restauration à Tribeca, sa galerie privée, restée intacte depuis des années. Elle accepta, sans trop savoir pourquoi. Mais dès qu'elle franchit le vaste espace au plafond et au bois baigné de lumière, ses doigts se mirent à nouveau à créer. Samuel la vit prendre vie, petit à petit, non par flatterie, mais par vision. Elle ne savait pas encore qui il était vraiment. Pour elle, il n'était que Samuel, observateur, gentil et, pour la première fois depuis des mois, un homme qui la regardait comme si elle n'était pas une simple entité, mais une possibilité. La décision ne fut pas facile à prendre. Hélène avait toujours cru en la confiance, non par naïveté, mais parce qu'elle la considérait comme le ciment qui unit les choses fragiles. Mais lorsque le soir se transforma en un silence solitaire, lorsque l'odeur de David commença à changer et que ses paroles perdirent de leur poids, quelque chose en elle changea. Il lui fallait plus que des soupçons. Elle avait besoin de clarté. Après une nuit blanche, à faire les 100 pas et à envoyer des textos inachevés, Hélène prit rendez-vous avec un détective privé. Il s'appelait Malcolm Reyes, un ancien militaire au regard perçant et d'une grande discrétion. Son bureau était niché entre une laverie automatique et un atelier de couture dans le Queens, le genre d'endroit où l'on ne se rend que lorsqu'on a vraiment besoin de réponses. Malcolm écoutait sans juger. Hélène apporta une photo de David, S détail sur son emploi du temps et ses craintes. « Je n'essaie pas de le piéger, dit-elle doucement. Je veux juste savoir si je deviens folle. » Malcolm hocha la tête. « Je vais te montrer ce qui est réel. À toi de décider de la suite. » En une semaine, les résultats sont arrivés, plus clairs et plus froids qu'Hélène ne l'aurait jamais imaginé. Photos, vidéos, horror images. David entrant dans un immeuble de la 32e rue,
ouest plus d'une fois par semaine. Judith l'accueillant pieds nus à la porte, une fois vêtue d'une robe rouge. Des reçus de dîner somptueux débités sur des comptes professionnels. Un bracelet qu'Hélène avait vu autrefois dans leur chambre, maintenant au poignet de Judith. Une photo de surveillance de David embrassant Judith dans un parking, son alliance visiblement absente. Malcolm fit glisser les photos sur le bureau avec une précision silencieuse. Hélène les fixa, les yeux secs. Le silence qui suivit fut plus lourd que le chagrin. Elle n'a pas pleuré. Pas sur le moment. Elle a quitté le bureau de Malcolm, a marché 3 pâtés de maison et s'est assise sur un banc surplombant l'East River. Autour d'elle, la ville bourdonnait de vie, klaxonnant, cyclistes zigzagant, amoureux riant. Mais pour Hélène, le temps s'arrêta. Ce n'était pas seulement une infidélité. C'était une trahison mêlée de tromperie, de sourires mis en scène et d'années qu'elle ne pouvait récupérer. Elle repensa à leur vœu de mariage, à l'appartement qu'elle avait décoré de ses mains, au dîner resté intact tandis que David murmurait à l'oreille de quelqu'un d'autre. Et à cet instant, sous le ciel d'acier et le vent qui se levait, quelque chose en elle se brisa, mais pas par désespoir. Indécision. Helen S. Leva, Batana Sun Manto E.T. Appeal à Malcolm. Puis-je avoir des copies de tout? Demanda-t-elle calmement. Il dit oui. Elle les emporta dans son sac, non par vengeance, mais parce que parfois, il fallait tenir la vérité entre ses mains avant de pouvoir la révéler. Le siège du Pascal Design Group dominait le Lower Manhattan tel un monolithe de verre et d'ambition. Dans sa salle de réunion au dernier étage, élégante, silencieuse et baignée de lumière naturelle, Hélène Thompson s'est assise pour la première fois à une table à laquelle elle n'aurait jamais imaginé être invitée. Cette rencontre était l'idée de Samuel. Une semaine après lui avoir fait visiter sa galerie privée rénovée, il l'a appelé pour lui proposer de collaborer à une nouvelle ligne résidentielle de luxe alliant texture classique et architecture minimaliste. Au début, Hélène a cru à un geste de politesse, de charité. Mais lorsqu'elle est arrivée et a vu le plan affiché à côté des noms de 4 investisseurs européens, elle a compris que c'était bien réel. C'était du business, et elle en était au cœur. Vêtue d'un chemisier ivoire sur mesure et d'un pantalon gris ardoise, les cheveux soigneusement tirés en arrière, Hélène était assise parmi les cadres de Pascal, écoutant, contribuant, ajustant les mises en page sur sa tablette avec précision. Le projet s'appelait Edenstone, un concept de vie durable haut de gamme qui devait être lancé à Montréal puis décliné à l'international. Les croquis d'Hélène, réalisés lors de la visite de la galerie, avaient circulé, été étudiés et salués. Elle ne parlait pas beaucoup, mais lorsqu'elle le faisait, les gens s'arrêtaient. Samuel, assis 2 chaises plus loin, ne lui offrait aucun traitement de faveur, juste du respect. Il écoutait ses réflexions, sollicitait son avis et s'en remettait à ses décisions de conception devant des hommes qui géraient des milliards. Pour la première fois depuis des années, Hélène n'était ni l'épouse de quelqu'un, ni la compagne de David. Elle était Hélène Thompson, co-conceptrice en chef d'un projet international dont le nom était gravé sur les documents conceptuels. Au cours des semaines qui ont suivi, Hélène est retournée régulièrement au studio. Le rythme de création de quelque chose qui lui était entièrement propre lui a donné un regain d'énergie. Ses matinées commençaient par des mood boards et se terminaient par des révisions de mise en page. Elle dînait avec des architectes, discutait de palettes avec des experts textiles et présentait des maquettes à Samuel sans la moindre hésitation. Chaque étape était une discrète reconquête de son temps, de sa voix, de sa valeur. David n'a jamais remarqué le moindre changement. Il rentrait plus tard que jamais, pensant que son calme était de l'indifférence. Mais Hélène n'avait plus besoin de s'expliquer. Elle construisait quelque chose en dehors de lui, et dans l'intimité de la salle de réunion Pascal, au milieu du bois poli et des idées avant-gardistes, elle n'était plus invisible. Elle devenait celle que ni David ni Judith n'auraient jamais imaginée, déterminée, confiante et progressant tranquillement. Le gala annuel de Versalux était le joyau du calendrier mondain des entreprises, où les contrats se scellaient par des toasts, les rivalités étaient masquées par du champagne, et où l'apparence comptait pour tout. Organisé au Metropolitan Ballroom, avec ses lustres imposants et son tapis rouge qui s'étendait au-delà de l'entrée, c'était un événement réservé aux titans de l'industrie et à leur beau monde. Cette année, David Gabriel est entré avec Judith Charles à son bras, un geste réfléchi, vêtu de soie et de paillettes. Elle portait une robe d'onu rouge rubis qui scintillait comme un feu sous les projecteurs,
son rouge à lèvres parfaitement assorti, son collier de diamants reposant précisément sur sa clavicule. Les flashs des appareils photo ont brillé tandis qu'il posait à l'entrée. Judith inclina le menton avec une élégance maîtrisée. David sourit comme un homme qui a tout. Leur présence vibrait intérieurement. Les collègues murmuraient. Les dirigeants haussaient les sourcils. Tout le monde avait déjà vu David, mais jamais comme ça. Il a présenté Judith comme la force créatrice à laquelle je suis fier d'appartenir, prudemment vague, dangereusement proche de la personne. Elle charmait avec aisance, parlait couramment de branding et des marchés mondiaux de la mode, et allait de table en table, comme si elle était à sa place. Personne n'osait poser de questions sur Hélène, même si son absence était aussi bruyante que l'entrée de Judith. Au moment où David prononçait sa brève allocution sur l'innovation en entreprise, la moitié de la salle avait déjà décidé que Judith était sa nouvelle réalité. Et c'était exactement ce qu'elle souhaitait. Judith n'était pas seulement là pour soutenir David, elle faisait ses débuts. Elle s'assurait que la presse la remarque, que son image circule dans les bons magazines, que son nom soit associé au sien sur les réseaux sociaux dès le matin. David s'en fichait. Il était grisé par cette attention. Judith lui donnait un sentiment d'élévation, d'audace, d'intouchabilité, de vie. Et pourtant, par de brefs instants, entre applaudissements et cocktails, son regard se dirigeait vers l'entrée, comme s'il attendait l'arrivée de quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus discret. Quelqu'un qui ne méritait plus. Mais elle n'est pas venue. Le nom d'Hélène n'a jamais été mentionné. Ni par lui, ni par personne. Et tandis que les caméras continuaient de crépiter et que la nuit tournoyait autour de lèvres rouges et de rires répétés, personne ne réalisait que le véritable changement avait déjà commencé hors de la salle de bal, loin des projecteurs, dans le silence d'une femme qui avait choisi non pas de concourir, mais de s'élever. La salle vibrait déjà du spleen du jazz, des toasts murmurés et des parfums de créateurs lorsque les portes du Metropolitan Ballroom s'ouvrirent pour la 3e fois ce soir-là. Au début, personne ne se retourna. Les galas étaient bondés d'entrées, de cadres, de célébrités et de politiciens. Mais lorsqu'Hélène Thompson franchit l'arche, vêtue d'une robe bleu roi sur mesure, taillée comme une seconde peau et scintillant subtilement de cristaux cousus mains, l'atmosphère changea. Les conversations s'apaisirent, les caméras se tournèrent instinctivement et, pour la première fois de la soirée, Judith Charles n'était plus la femme observée. La robe d'Hélène avait été créée par l'un des couturiers les plus insaisissables de Paris, une faveur discrètement arrangée par Samuel Pascal, qui se tenait à ses côtés, vêtu d'un noir sur mesure, sa présence protectrice mais jamais envahissante. Ses cheveux étaient relevés en un chignon gracieux, soulignant son décolleté et les détails complexes de sa robe aux épaules. Elle ne portait pas de collier, seulement des boucles d'oreilles en saphir qui reflétaient son regard calme et pénétrant. Son maquillage était impeccable, mais discret. Elle n'est pas entrée comme quelqu'un cherchant à récupérer de l'espace. Elle est entrée comme quelqu'un qui ne l'avait jamais perdu. David Gabriel, en pleine conversation avec le vice-président du conseil d'administration, s'est arrêté au milieu d'une phrase lorsque son regard l'a trouvé. Judith, qui riait avec l'éditeur, se figea, sa flûte de champagne à mi-chemin entre ses lèvres. Autour d'eux, le silence régnait. Hélène ne jeta aucun regard à l'une ou l'autre. Elle accueillit quelques invités surpris d'un sourire, échangea des salutations discrètes avec des cadres rencontrés lors du projet architectural de Samuel et avança avec l'assurance d'une femme libérée du poids de la trahison. Elle avait sa place, non pas à cause de la personne avec qui elle était venue, mais à cause de ce qu'elle était devenue. Les photographes affluèrent. Les journalistes murmuraient son nom, incertains de l'histoire complète, mais sentant une secousse sismique. L'image d'Hélène, vêtue de cette robe, aux côtés du milliardaire le plus insaisissable de la ville, était captée sous tous les angles, illuminant les réseaux sociaux avant même que le dessert ne soit servi. La présence soigneusement construite de Judith s'est évanouie sous son poids. Le sourire de David s'estompa, sa prise sur la main de Judith se relâchant. Et au cœur scintillant de la salle de bal la plus prestigieuse de Manhattan, la femme autrefois négligée se tenait baignée de lumière, non par vengeance, non par désir de spectacle, mais parce que l'élégance, ancrée dans la vérité, n'a pas besoin de crier. Elle arrive, tout simplement. À l'aube, le gala était déjà dans les journaux, et pourtant Hélène Thompson était partout. Son image, drapée de bleu roi et encadrée par l'horizon brûlant à travers les fenêtres de la salle de bal, faisait la une des chroniques de mode internationale, des blogs d'entreprise et des chaînes de divertissement.
Une mystérieuse femme en bleu vole la vedette, pouvait-on lire dans le New York Echo. Mannequins laissez tumor. Cette femme a redéfini l'élégance, a annoncé le mode. Certains médias ont spéculé sur son identité. D'autres l'ont associée à Samuel Pascal après qu'un participant anonyme a divulgué son nom. En quelques heures, elle était devenue une tendance sur Twitter, son entrée décortiquée image par image, confirmée par son créateur, et ses boucles d'oreilles identifiées comme une parure sur mesure d'un bijoutier italien à la retraite. Hélène n'avait pas prononcé un seul mot en public, mais le monde avait pris sa décision. Elle était un symbole de grâce, de puissance et de transformation. Judith Charles s'est réveillée tard le lendemain matin, s'attendant à des compliments. Ses notifications étaient bourdonnantes, mais sans compliments. Il n'y avait aucune photo d'elle, aucune citation, aucun centre de table mettant en valeur ses choix vestimentaires. Chaque objectif avait pivoté. Chaque angle avait trouvé Hélène. Ses lèvres se pincèrent tandis qu'elle faisait défiler les pages. Son assistante en relations publiques lui avait transmis 5 articles. 4 concernaient Hélène. Un autre mentionnait David, mais pas sous un jour flatteur. Le protégé de Pascal éclipse la compagne de son mari. La légende ricanait sous une photo de Judith, maladroitement debout à la droite de David, sa robe se fondant presque dans le décor. Sa fureur était d'abord silencieuse. Controlly. Elle a envoyé un texto à David, « Il faut qu'on parle ». Puis un autre, « Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu qu'elle serait là ?» Il n'a pas répondu. Et ce silence, il la rendait encore plus furieuse. De retour à Chelsea, l'appartement de Judith lui semblait soudain plus petit. Son reflet dans le miroir ne la satisfaisait plus autant qu'à l'accoutumée. Elle avait orchestré son ascension avec tant de soin, son rapprochement public avec David, ses présentations chuchotées lors d'événements d'entreprise, les photos soigneusement filtrées. Pourtant, tout s'est effondré en une seule soirée, car Hélène était arrivée, sans crier gare, sans amertume, juste indéniable. Les appels de Judith à ses contacts, presse se sont heurtés à des excuses maladroites. Certains journalistes qu'elle avait recrutés pour des reportages se sont soudainement retrouvés surchargés. Sa visibilité soigneusement élaborée s'était évaporée dans l'ombre d'une femme qui ne l'avait même pas recherchée. Le pire, Judith n'arrivait pas à raconter son histoire. Hélène n'avait rien prétendu. Elle avait simplement existé, authentiquement, avec élégance, et le monde l'avait suivie. L'étoile de Judith, autrefois brillante, scintillait désormais derrière une robe qu'elle ne portait pas et une grâce qu'elle ne pouvait imiter. La rencontre a eu lieu un jeudi après-midi pluvieux dans le hall de la Lucerne Gallery, un espace calme du centre-ville qui accueillait une exposition exclusive de design d'intérieur. Hélène avait été invitée par l'un des partenaires créatifs du groupe Pascal, un geste à la fois professionnel et personnel. Elle est arrivée vêtue d'un trench-coat crème et de bottines, ne portant rien d'autre qu'un carnet en cuir dans la communication qui ombrageait désormais ses pas. La pièce, minimaliste et tamisée, était conçue pour apaiser. Hélène errait d'une pièce à l'autre, notant texture et angle, l'esprit perdu dans ses idées. Elle ne remarqua Judith qu'à 2 pas, lèvres rouges, parapluie noir à la main, le regard noir. « Hélène », dit Judith d'une voix douce mais suffisamment tranchante pour couper le verre. Hélène se retourna lentement, sans surprise, juste curieuse. « Judith », répondit-elle en repliant son carnet. Un silence plana entre eux comme un brouillard. Judith s'approcha, ses talons claquant sur le marbre. « Est-ce que fracasser la galère, c'est ta façon de déclarer la guerre ?» demanda-t-elle, la tête légèrement penchée. Hélène cligna des yeux, calmement. « Je n'ai rien fait d'anormal. J'étais invité. » Les mots étaient doux, mais ils frappèrent comme de l'eau glacée. Le sourire de Judith se crispa. « Vous nous avez humiliés. Tu savais exactement ce que tu faisais. » Cette robe, interrompit doucement Hélène, était à moi. Tout comme mon nom. Tout comme mon silence, que j'ai gardé bien plus longtemps que quiconque ne le méritait. Le compositeur de Judith craqua légèrement, une lueur dans les yeux. « Tu fais comme si tu étais au-dessus de tout ça. » Rétorqua-t-elle d'une voix basse et venimeuse. « Mais soyons honnêtes, si tu étais vraiment aussi digne que tout le monde le pense, tu serais parti en silence. » Hélène fit un pas en avant, sa voix toujours ferme, mais chargée de quelque chose de bien plus dévastateur que la colère, la certitude. « Je suis part one. » Discrètement. Quand il a menti. Quand il t'a choisi. Quand il est devenu quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Mais la dignité ne signifie pas disparaître. C'est choisir comment être perçu.
Et ce soir-là, j'ai choisi. Judith ne dit rien. Hélène sourit, ni cruelle, ni triomphante, mais irrévocable. Et pour info, ajouta-t-elle en passant devant Judith sans hâte, je n'avais pas besoin d'une robe rouge ni de ton approbation pour être inoubliable. Judith resta seule un long moment après le départ d'Hélène. Personne d'autre dans la galerie n'avait remarqué l'orage qui s'était abattu. Pas de voix forte, pas de verre brisé. Juste deux femmes échangeant des vérités à voix basse, l'une cherchant désespérément le pouvoir, l'autre en ayant assez. Alors que la pluie continuait de s'abattre sur les fenêtres de la galerie, Judith comprit que, quel que soit le jeu auquel elle pensait gagner, Hélène avait arrêté de jouer depuis longtemps. La première fuite fut un murmure. Un courriel anonyme envoyé au service RH de Luminance Media Group affirmait que David Gabriel avait détourné la carte de crédit de l'entreprise pour financer des engagements privés. Au début, on a balayé l'affaire d'un revers de main, peut-être à cause d'un collègue jaloux. Mais quelques jours plus tard, des captures d'écran de reçus ont fait surface. Des factures de restaurants, étiquetées comme des dîners clients, proposaient des accords mets et vins pour deux et des soirées intimes sans aucun rendez-vous professionnel prévu. Une suite d'hôtels 5 étoiles, utilisée à plusieurs reprises pendant 3 mois, a été retrouvée à la même adresse près de Chelsea. Le coup de grâce est tombé lorsqu'un proche a transmis des courriels internes entre David et un JC, évoquant des arguments de campagne, des phrases suggestives et des réunions qui n'ont jamais été consignées officiellement. Le nom de Judith Charles est devenu un murmure discret dans les couloirs de l'entreprise. L'équipe d'audit interne de Luminance a réagi rapidement. Un matin, David est entré au bureau et a constaté que son badge d'accès était temporairement désactivé. Son assistante n'a pas établi de contact visuel avec lui. Une réunion d'urgence du conseil d'administration fut convoquée l'après-midi même. Lorsque David entra, l'atmosphère était froide et formelle, contrairement à la chaleur à laquelle il était habitué. Les questions étaient directes, des visages indéchiffrables. Il tenta de les charmer, de nier toute connaissance, de rejeter la faute sur eux, mais son éloquence habituelle se brisa sous la pression. Tout cela n'est qu'un malentendu. Insista-t-il d'une voix forcée. Mais les faits dépassaient ses excuses. Un membre du conseil d'administration fit glisser un tabloïd sur la table, la photo de David, main dans la main avec Judith au gala, titrant « Un cadre marié mène une double vie ». Ses choix personnels avaient été révélés au grand jour, et l'image de l'entreprise était désormais ternie par cette association. Dans les 72 heures, David a été prié de prendre un congé indéterminé dans l'attente d'une enquête plus approfondie. La nouvelle s'est rapidement répandue. Les clients se sont retirés des projets. Les campagnes furent réaffectées. Son téléphone professionnel se tut. Les appels de Judith se multiplièrent, furieux, désespérés, exigeant des réparations. Mais David était trop absorbé par la gestion des dégâts. Seul dans son appartement, store baissé et whisky à la main, il contemplait l'empire qu'il avait autrefois dominé, s'effondrer. L'ironie était cruelle, le masque même qu'il portait pour gagner en influence avait causé sa perte. Hélène n'avait pas levé le petit doigt. Samuel n'avait pas dit un mot. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, tout s'effondrait. Non pas parce qu'ils avaient riposté, mais parce que la vérité, autrefois ignorée, avait finalement décidé de parler plus fort que lui. Le soleil baissait sur les vignobles vallonnés de la vallée de Sonoma, projetant une teinte dorée sur la terrasse du domaine Pascal. C'était une réunion privée, juste une douzaine d'amis proches, une longue table en chêne recouverte de nappes ivoires, un doux bourdonnement de jazz sous les bavardages, et les flammes des bougies dansant dans la brise. Hélène portait une robe de soie fluide aux lignes douces, ses cheveux ondulés. Elle riait maintenant librement, les yeux plus brillants qu'ils ne l'avaient été depuis des années, entourée de gens qui lui parlaient d'égal à égal, et non comme à l'ombre d'eux. Quelqu'un, Samuel, dans son costume classique, se tenait à ses côtés, moins milliardaire ce soir-là que simplement amoureux. Le dîner venait de s'achever lorsque Samuel tapota doucement son verre. Le silence se fit dans la salle, l'attention se tournant vers lui avec une anticipation respectueuse. Hélène se retourna également, amusée, sans se douter de ce qui allait suivre. Samuel parla calmement, d'une voix riche et sincère. « La plupart d'entre vous connaissent Hélène, commença-t-il. Vous l'avez vue s'élever, non pas avec fracas, mais avec une force tranquille. Ce que vous ignorez peut-être, c'est ce qu'elle m'a appris, que la grâce n'est pas passive et que la résilience n'est pas bruyante, mais implacable. » Un silence s'installa, doux, respectueux.
Il se tourna alors vers elle, les yeux rivés sur les siens, et sortit de sa poche une petite boîte bleu nuit. Hélène retint son souffle. Le temps ralentit tandis que Samuel s'agenouillait, non pas en spectacle, mais en serment. « Hélène Thompson, dit-il, tu es entrée dans mon monde sans rien demander et tu lui as donné un sens. Tu n'as besoin de personne pour te reconstruire, mais si tu me le permets, je veux être à tes côtés, dans chaque galerie, dans chaque tempête, dans chaque silence. Veux-tu m'épouser » Les mots n'étaient pas répétés, ils étaient réels. Les invités étaient immobiles, certains avec les yeux embués, tous observant l'histoire, pas la performance. Hélène porta la main à ses lèvres, le cœur battant la chamade. Puis elle hocha la tête, et le mot « oui » la quitta dans un murmure que seul Samuel entendit vraiment. Des applaudissements fusèrent doucement autour d'eux, mais ce furent leurs regards qui eurent le plus de poids. Il se leva, lui passa une bague au doigt, un saphir rare taille cendrée entouré de diamants subtils, et lui baisa la main avec révérence. Ce moment n'avait rien à voir avec la richesse, les titres ou la vengeance. Il s'agissait d'un événement rare dans un monde obsédé par l'image, la vérité. Et dans ce vignoble, sous les étoiles qui commençaient à s'ouvrir, Hélène reprit son cours. Non pas comme l'épouse de quelqu'un, mais comme une femme brisée, reconstruite, et désormais choisie, pour ce qu'elle était, non pour ce qu'elle pouvait donner. Judith Charles arpentait son appartement de Chelsea avec des talons qu'elle n'avait pas portés de la semaine. La pièce était encore impeccable, mais l'aura de contrôle avait disparu depuis longtemps. Son téléphone vibrait sans cesse, non pas à cause d'invitations ou de recommandations, mais du silence de ceux qui autrefois la surveillaient de près. Les marques prenaient leur distance. Les articles autrefois consacrés à son style la présentaient désormais. Même les blogs de mode qui la courtisaient autrefois la qualifiaient désormais de maîtresse en coulisses. Désespérée, elle appela David pour la 5e fois ce matin-là. Il répondit enfin, la voix rauque. « Que veux-tu, Judith » demanda-t-il sèchement. « Toi » siffla-t-elle. « Pour arranger ça. Ou je le ferai moi-même. » Elle avait gardé les photos. Ceux de leur première rencontre, les reçus d'hôtel, les notes de frais facturées par l'entreprise sous le couvert de ses faux services de conseil en images de marque, et les plus accablants, où il se moquait d'Hélène par SMS, ridiculisait les dirigeants et discutait de transactions d'initiés autour d'un verre. Elle menaçait de tout divulguer, non pas pour le blesser, mais pour rappeler aux médias qu'elle était toujours d'actualité. Ils ont oublié qui t'a donné l'audace de tricher, David. Mais je le rappellerai, prévint-elle. David, acculé et désemparé, la supplia de reconsidérer sa décision. Mais Judith n'était pas intéressée par la réconciliation. Elle voulait de l'attention. The love validation. Elle voulait que son nom revienne à la une des journaux, quel qu'en soit le prix. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était le peu de pouvoir qu'elle détenait désormais. Lorsqu'elle a transmis les premiers éléments de preuve à un rédacteur en chef d'un tabloïd, ils n'ont pas réagi. L'article était périmé, ont-ils dit. Le monde avait déjà changé d'avis. Lorsqu'elle a tenté de faire chanter l'un des membres du conseil d'administration sous les ordres duquel David avait travaillé, elle a reçu une mise en demeure l'avertissant de diffamation et de poursuites potentielles. David, désormais sans emploi et ostracisé, a bloqué son numéro. Dans un ultime acte d'autosabotage, Judith s'est lancée en direct sur les réseaux sociaux, partageant des détails suggestifs et laissant entrevoir des secrets. Mais les commentaires ne la défendaient pas, ils la raillaient. Toujours en train d'essayer d'être le personnage principal, a-t-on lu, ma fille, la série est passée à autre chose, a déclaré un autre. Les conséquences furent rapides. Ses contrats de collaboration avec des marques furent résiliés. Son agence de mannequins la laissa tomber. Les événements ne l'ajoutaient plus à la liste des invités. Judith Charles, autrefois la femme remarquable qui volait la vedette, était devenue un exemple édifiant d'ambition sans ancrage, de beauté sans substance. Et tandis que les murs de sa vie soigneusement organisés se refermaient, elle le vit enfin. La seule lumière qu'elle réclamait n'était que la chaleur, et elle était restée trop longtemps sans ombre. L'enveloppe arriva un mercredi, remise en main propre, adressée en caractère d'imprimerie, scellée avec une discrétion absolue. David Gabriel venait de rentrer d'un petit déjeuner d'affaires pénible qui s'était terminé par un énième congé poli. Sa vie était devenue une succession de refus, de courriels sans réponse et de regards évités en public. Alors, lorsqu'il a vu l'écriture d'Hélène sur un petit mot à l'intérieur de l'enveloppe, il s'est figé. « J'espère que ceci te trouvera en paix, Hélène.
6 juin, les papiers du divorce. Simple et clair. Non négociable. Elle les avait déjà signés. Pas de combat. Pas de drame. Juste la fin, délivrée avec la même grâce qu'elle avait manifestée à chaque étape de leur mariage en ruine. Et pour la première fois, David ressentit une pointe de panique. Il n'attendit pas pour l'appeler. Il se rendit directement à la maison de ville, celle qu'elle avait depuis quittée. Le jardin était envahi par la végétation. Les lumières étaient tamisées. Pourtant, il l'attendait là, sur les marches, jusqu'à son retour de la galerie Pascal. Elle arriva vêtue d'un manteau crème, son téléphone à l'oreille, la voix calme et professionnelle. En le voyant, elle marqua une pause, mais ne broncha pas. « Tu les as eus », dit-elle simplement. David se leva, la voix tremblante sous le poids de tout ce qu'il avait perdu. « Helen, attends. On peut parler? S'il te plaît. Ça ne devrait pas finir comme ça. » Mais Hélène ne bougea pas. Elle le regarda sincèrement, et il le vit alors, l'amour qu'il avait enterré, la femme qu'il sous-estimait, la vie qu'elle avait reconstruite sans lui. « Tu as mis fin à tout, David, » dit-elle d'un ton non cruel, mais d'une clarté inébranlable. « Je le mets simplement par écrit. » Il lui prit la main, mais elle recula, non pas avec colère, mais avec certitude. « Je t'ai pardonné en silence il y a longtemps. Mais pardonner n'est pas oublier. » Il implora, la voix brisée. Des excuses jaillirent de lui en phrases désordonnées, des souvenirs, des regrets, des promesses de changement. Mais Helen n'y pleura pas. Elle ne cria pas. Elle lui tendit simplement un stylo. « Je les ai signés, David. Non pas par colère, mais parce que j'en ai marre. » Le vent soufflait, éparpillant des feuilles mortes sur le porche. David la regarda, la femme qui avait autrefois embelli son monde de son dévouement, et réalisa trop tard que ce qu'elle lui avait donné n'avait rien d'ordinaire, et que ce qu'il avait détruit était irréparable. La vidéo apparut d'abord sur un forum privé, un lien anonyme publié sous la légende. La vérité trouve toujours son micro. Le film, d'un peu moins de 7 minutes, était faiblement éclairé, mais suffisamment clair. On y voyait Judith Charles, assise dans un fauteuil moelleux, dans la suite d'un hôtel-boutique, s'adressant avec animation à un homme hors champ. Sa voix était reconnaissable entre toutes, tranchante, calculée, teintée d'arrogance. « David est fini, mais pas moi. Je lui ai donné de l'importance. Je lui ai donné un visage public. Il est temps de prendre ce qui m'appartient avant que sa femme ne se transforme en sainte et ne lui vole la vedette. » Elle rit de ses propres paroles, inconsciente de la lumière clignotante discrète sur le bord de la caméra qui la trahissait. Dans la même séquence, elle se vantait d'avoir orchestré des fuites stratégiques, séduit des rédacteurs en chef et manipulé les publicités de marque par le chantage. Elle a parlé de son projet de présenter l'ascension d'Hélène comme une refonte du récit de l'épouse trahie, se moquant des critiques de mode qui avaient salué la présence d'Hélène au gala. « Il se fiche de la vérité » a-t-elle ironisé. « Il se soucie des gros titres, et je sais comment les écrire. » La vidéo se terminait par une descente de 20, où elle qualifiait David d'accessoire périmé. La vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre. En quelques heures, elle a fait la une des journaux, puis des réseaux sociaux. Les influenceurs ont pris leur distance. Les marques avec lesquelles elle avait collaboré ont rapidement publié des déclarations publiques annonçant leur départ. Les équipes de relations publiques se sont empressées d'atténuer les dégâts, mais les preuves étaient irréfutables. Judith s'était non seulement révélée vindicative, mais avait confirmé toutes les rumeurs qui circulaient sur son ascension. Elle n'était pas seulement tombée en disgrâce. Elle avait été bousculée, traînée et abandonnée par une foule numérique qui n'avait aucune patience pour une cruauté soigneusement mise en scène. La sympathie du public s'est évaporée. Elle a été désinvitée des événements, ses contrats ont été résiliés et d'anciens collègues ont fait des déclarations vagues mais accablantes. Judith a tenté de nier l'enregistrement, puis a prétendu qu'il avait été sorti de son contexte, mais les dégâts étaient déjà importants. Ses agents ont cessé de les rappeler. Ses photos ont été discrètement retirées des galeries et des articles, et alors qu'elle était assise seule dans son appartement, les écrans qui projetaient autrefois son image de star ne reflétaient plus que le silence. Pour Judith Charles, qui avait bâti son univers sur l'exposition et l'illusion, l'exposition était arrivée. Mais elle avait tout dépouillé, ne laissant derrière elle qu'une femme dont les manigances étaient plus retentissantes que son talent, et dont l'héritage s'était réduit en cendres devant les caméras. Le soleil matinal baignait les collines du comté de Westchester d'une lumière dorée lorsqu'Hélène sortit de l'élégante voiture noire,
et se tint devant le portail du domaine de Pascal-Île. La propriété, à la fois moderne et chaleureuse, s'étendait sur 4 hectares privés, entourés de bois tendres et de sentiers sinueux en pierre. La maison principale se dressait telle une sculpture dans le paysage, harmonie de verre, de cèdre et d'acier. C'était le cadeau que Samuel lui avait fait, pas de grande annonce, pas de moment idéal pour la photographie. Juste une conversation tranquille au coin du feu quelques semaines plus tôt, et cet endroit respire la paix. Je voulais être à toi, et maintenant c'était le cas. Hélène traversa lentement la maison, ses doigts caressant la rampe de l'escalier flottant, les murs déjà baignés d'une douce lumière, parfaite pour exposer ses toiles. Le salon s'ouvrait sur une spacieuse terrasse surplombant un étang paisible, et juste au-delà se trouvait l'atelier, son atelier. Samuel l'avait construit à partir de ses croquis. Au plafond, grande fenêtre, puis de lumière pour baigner chaque coup de pinceau d'une lumière naturelle. Ça sentait le cèdre et le potentiel. À l'intérieur, des chevalets attendaient, des pinceaux intacts et des pots immaculés, et une longue table en chêne trônait au centre, ne demandant qu'à être recouverte de couleurs. Hélène resta un long moment dans l'embrasure de la porte avant d'entrer et de poser la main à plat sur la table centrale. Elle avait déjà imaginé la liberté, mais là, c'était bien réel. Ce soir-là, après un dîner simple et un doux jazz résonnant dans les couloirs, Hélène alluma une bougie dans l'atelier, déballa une toile neuve et ouvrit un flacon de bleu outre-mer. Elle n'avait pas planifié sa première œuvre. Elle peignait, tout simplement. Ses mains bougeaient sans instruction, son cœur enfin libéré du silence qu'il avait trop longtemps enseveli. Et tandis que ses traits se courbaient et se fondaient sous le soleil déclinant, elle réalisa quelque chose de profond. Elle avait passé si longtemps à survivre dans un monde étranger qu'elle avait oublié ce que cela faisait de créer le sien. Cette maison n'était pas seulement un nouveau chapitre. Ce n'était ni un prix ni une récompense. C'était une forme de réappropriation. Et dans le doux silence de son espace, Hélène Thompson peignait non pas pour guérir, mais parce qu'elle était entière. Le vent dansait doucement sur le sable blanc de la plage de l'Aniké à Oahu, où l'horizon embrassait l'océan de ses teintes saphir et or. Pas de flash, pas de magazine People, pas de fanfare, juste 30 invités triés sur le volet, assis pieds nus sous des auvents drapés de lin, et le parfum des gardénias flottant dans l'air. Hélène se tenait derrière le rideau flottant de la villa privée sur la plage, contemplant le rivage où Samuel l'attendait dans un costume en lin crème, les pieds légèrement enfoncés dans le sable, le visage serein et radieux. Sa robe, simple et intemporelle, flottait derrière elle en douce soie ivoire, avec un voile retenu par des peignes anciens ayant appartenu à sa mère. Chaque détail de la cérémonie avait été choisi avec soin, non pour le spectacle, mais pour le sens. L'officiant était un ami de longue date de Samuel, lié à son engagement humanitaire. La musique était un duo acoustique et discret interprété par un couple local. Hélène ne portait pas de bouquet, seulement une orchidée blanche nichée derrière son oreille. Tandis qu'elle descendait l'allée sablonneuse, les invités se levaient non pas en applaudissant, mais avec de doux sourires et des larmes aux yeux. Ses pas étaient lents, assurés et empreints de grâce. Ce n'était pas la démarche d'une femme cherchant à oublier son passé. C'était celle de quelqu'un qui s'engageait enfin pleinement dans son présent. Lorsqu'elle rejoignit Samuel, il lui prit les mains comme si elles étaient sacrées, et ils restèrent là, égaux, tous deux forgés par le feu, désormais unis dans la paix. Les vœux furent prononcés sans note. La voix d'Hélène ne trembla qu'une fois lorsqu'elle dit « Tu ne m'as jamais demandé d'être quelqu'un d'autre. Tu m'as seulement rappelé qui j'étais déjà. » La réponse de Samuel fut simple, « Je ne t'ai pas trouvé. Tout est révélé. Et c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Des alliances furent échangées sous le bruissement des feuilles de palmier. Un baiser suivi, sans hâte, scellé par de doux rires et de douces acclamations. Ensuite, les invités dînèrent à une longue table en bois, sous des guirlandes de lumières ambrées, échangeant des anecdotes, trinquant avec du vin de fruits de la passion et dansant pieds nus sous les étoiles. Hélène, dans sa seconde robe, une combinaison bleu pâle, virevoltait aux côtés de l'homme qui n'avait jamais cherché à s'approprier son éclat, seulement à le refléter. Ce soir-là, tandis que les vagues déferlaient et que les rires s'estompaient dans le silence de minuit, Hélène et Samuel se tenaient sur la terrasse de leur villa, les doigts entrelacés, le silence entre eux plus fort que jamais. Pas de gros titres, pas de murmures, juste de l'amour, mérité, non affiché, et un avenir taillé non pas dans les cendres, mais dans le choix. Ce fut, à tous égards,
un début empreint d'une magie tranquille. Le grand palais parisien scintillait d'impatience au début du gala international de la femme et de la mode. La soirée était empreinte d'élégance, robes émeraudes, flûtes en verre remplies de rosé vintage, et les flashs des paparazzi apercevant les icônes arrivant les unes après les autres. Mais un nom était sur toutes les lèvres, Hélène Thompson Pascal. Devenue un symbole de résilience et de renaissance, une tempête silencieuse, elle était passée d'une figure anonyme à une figure intègre et influente dans le monde de la mode et du design. Ses installations artistiques, ses collaborations philanthropiques avec des créatrices sous-représentées et sa récente co-entreprise avec Pascal Holdings étaient plus qu'une simple affaire. C'était une déclaration. Et ce soir, elle était l'invitée d'honneur. Lorsqu'Hélène est montée sur scène, vêtue d'une élégante robe en velours noir et ornée de pendants d'oreilles en perles, la salle s'est levée. Elle n'avait pas besoin de dire grand-chose, sa présence en disait long. Elle commença par un léger sourire, la voix calme et posée. « J'ai cru autrefois que le silence était une condition de survie, dit-elle, mais j'ai appris depuis que la vérité n'a pas besoin d'être criante, il suffit de la vivre. » La foule applaudit à tout rompre, mais Hélène ne s'en réjouit pas. Elle poursuivit en rendant hommage aux femmes qui ont bâti à partir de rien, qui ont choisi la grâce face à la trahison, qui ont transformé les sorties en entrées. Chaque mot qu'elle prononçait était empreint de profondeur, non de vengeance, mais d'un triomphe discret. Elle conclut par une simple phrase. Parfois, les projecteurs les plus brillants illuminent ceux qui cessent de les chercher. Au fond de la salle, nichée dans l'ombre près de la sortie de service, se tenait Judith Charles. Son invitation ne venait pas des organisateurs, elle avait réussi à entrer grâce à une faveur due à un styliste de moindre envergure. Elle portait une robe fourreau noir basique, les cheveux tirés en arrière, sans caméra en marche, sans interview en vue. Personne ne la reconnaissait, personne ne s'en souciait. Elle regardait Hélène serrer la main des dirigeants de grandes maisons de couture internationales et poser aux côtés d'artistes prometteurs qu'elle aurait autrefois ignorés. L'espace d'un instant, Judith envisagea de s'avancer, ne serait-ce que pour lui adresser de vaines félicitations. Mais quelque chose l'arrêta, non pas la honte, mais l'insignifiance. Elle ne faisait plus partie de l'histoire. En descendant de scène, Hélène aperçut un mouvement près de la sortie. L'espace d'une seconde, leurs regards se croisèrent, Hélène et Judith. Ni colère, ni tension, juste une reconnaissance silencieuse du chemin qu'elles avaient choisi. Judith détourna le regard la première. Quelques instants plus tard, elle disparut dans la nuit, sans prévenir, invisible et totalement oubliée. Et à cet instant, le dernier chapitre se referma, non pas sur la vengeance, mais sur la justification. Hélène, autrefois oubliée, se tenait maintenant en pleine lumière. Et cette fois, c'était à elle. Fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.